Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sous le chapiteau de Lire à Limoges. C'est le rendez-vous littéraire de ce printemps, rendez-vous incontournable qui va nous servir de décor pour accompagner votre matinée pendant près d'une demi-heure. Bien sûr, nous parlerons de littérature avec le phénomène littéraire chez les adolescents. C'est U4, absolument passionnant. Nous parlerons de théâtre aussi avec la mise en scène du premier roman de François Bégodeau par Thomas Wiseauneau, Jouer juste, et puis Delphine qui nous accompagnera aussi pendant cette matinée à des coups de cœur pour vous. Ah oui, des revues, des magazines de la région super sympa. Je vous explique tout à l'heure. Et on n'oublie pas bien sûr les rendez-vous incontournables de votre télé du matin, à commencer par le Flash Info. Il vous est aujourd'hui présenté par Élodie Gérard. Bonjour Élodie, on se retrouve tout de suite après le Flash Info. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dans l'actualité, le début du SIDAction consacré à la lutte contre le sida. En France, on estime que 150 000 personnes vivent avec le VIH. Cette année, l'accent est mis sur la prévention auprès des 15-24 ans notamment. Un sondage révèle que 22% d'entre eux pensent qu'il existe un traitement contre le virus. Rappelons que depuis quelques mois, il est possible de se procurer en pharmacie un test de dépistage à faire seul. Si vous souhaitez aider la recherche, vous pouvez faire vos dons en composant le 110 ou sur le site internet don.sidaction.org. La ministre de l'Éducation nationale en visite à Poitiers. Aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem se rendra dans 2 établissements scolaires de la ville. Elle rencontrera également les inspecteurs de l'éducation en formation. Hier, c'est le président de la grande région qui était en déplacement en Poitou-Charentes. Alain Rousset est venu rassurer les personnels de l'ancienne Assemblée régionale en pleine tourmente après les révélations sur la dette picto-charentaise. Il faut tourner la page, a-t-il dit. Message en partie reçu par les intéressés. Tout est loin d'être éclairci et de nombreux sujets restent sur la table. Par exemple, des postes vacants sur le site de Poitiers qui ne sont pas remplacés depuis des semaines, qui posent des problèmes de charge de travail, alors qu'on voit que sur le site de Bordeaux, des recrutements continuent d'avoir lieu. Donc pour nous, ce sont des indices de traitement différenciés. Ajoutons que les résultats de l'audit sur les finances de Poitou-Charentes seront connus la semaine prochaine. Et puis c'est peut-être l'arme ultime contre le frelon asiatique. Un apiculteur du Lot-et-Garonne a mis au point une nouvelle technique de capture pour protéger ses abeilles. Il a conçu cette ruche finement grillagée. Une fois dedans, les frelons ne peuvent plus en ressortir. Pour les particuliers, sachez que la bonne vieille technique de l'appât à base de bière et de sirop a fait ses preuves. Le frelon asiatique, qui en quelques années a colonisé les 3/4 du pays, est considéré comme une espèce nuisible. La météo, du soleil sur la façade atlantique cet après-midi, des nuages partout ailleurs, température de 9 à 16 degrés. Il fera 9 à Guéret, 12 à Limoges, 13 à La Rochelle, 14 à Niort-et-Brive, 15 à Bordeaux et 16 à Mont-de-Marsan. Le dicton du jour, il est de circonstance. Christophe, quand commence avril, l'esprit doit se montrer subtil et je sais que vous n'en manquez pas. Comme vous, Élodie, exactement comme vous. Merci beaucoup pour ce Flash Info. Nous sommes en direct de Lire à Limoges, le salon littéraire du printemps. Et je suis absolument ravi de recevoir Carole Trébord. Bonjour Carole, et Yves Grevet. Bonjour Yves. Pour ce qu'il est convenu d'appeler le phénomène littéraire de la rentrée, 4 livres qui s'appellent U4. On va en parler avec vous. Carole, comment est née l'idée de bâtir une série à 4 mains? Alors en fait, on était tous les 4 dans un salon littéraire. Et on était à un moment donné de notre vie d'écrivain où on en avait un peu marre de la solitude de l'écrivain. Par essence, écrire, c'est un acte solitaire. Toujours. Mais en même temps, on se disait, ça serait vraiment chouette de mettre dans cet acte créatif un peu de collectif. Et assez rapidement, ce projet est devenu réalité. C'est-à-dire qu'on a été assez efficace. En fait, l'envie est devenue concrète et réelle. Et on a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment garder nos styles. On va pas écrire un livre à 4, on va écrire 4 livres, un livre chacun, un héros chacun, nos styles. Et nos personnages vont se rencontrer d'un livre à l'autre. C'est comme ça qu'on va mettre du collectif. Ça, c'est la force et c'est ce qui plaît bien sûr, hein, Yves, aux adolescents. U4, c'est un virus. On est dans une période post-apocalyptique. Ce virus a tué des adultes. Il a sauvegardé quelques adolescents qui d'un seul coup découvrent, et c'est peut-être là le fil rouge finalement de tous ces romans, qu'il faut faire le deuil, mais que quand on est adolescent, c'est difficile de se reconstruire alors qu'on n'a pas été encore construit. Il y a de ça dans ces romans. Bien sûr, c'est des romans de construction, hein, c'est des romans initiatiques, ouais. Puisqu'ils ont souvent même une sorte de voyage à faire finalement
Et au bout de ce voyage, ils deviennent adultes. Et c'est vrai que c'est faire le deuil. Une sorte de quête, puisqu'ils sont tous addicts à un jeu en ligne, Warriors of Times, et le maître des jeux, Carole, leur envoie un message et leur dit voilà, nous sommes le 1er novembre, ça va se terminer le 24 décembre, on vous fixe un rendez-vous, et en attendant, de Paris, de Lyon, de Marseille, de Bretagne, il va falloir vous rendre à ce rendez-vous. Mais ça ne va pas forcément se passer, c'est le fil de la vie là aussi, ça ne va pas forcément se passer malgré leur force comme ils l'entendent. Oui, parce qu'en fait, on voulait vraiment qu'il y ait un point commun entre les 4. Et le point commun, c'est qu'ils sont experts d'un jeu vidéo. Et c'est vrai que les ados adorent aussi les jeux vidéo. Donc c'est aussi un moyen de s'identifier à ces personnages. Et on s'était dit, quand il se passe quelque chose d'horrible, à quoi se raccrocher? À quelle croyance aussi se raccrocher? Et est-ce qu'ils ne peuvent pas mélanger ce virtuel auquel ils sont très habitués en tant que geeks et le réel qui est insupportable. D'ailleurs, Jules a été inspiré par l'un de vos fils qui était geek. Alors en fait, mon fils, il n'était pas geek, mais il avait des copains geeks. Et j'ai vraiment le souvenir de moments où les ados jouent beaucoup, au point parfois que ça saoule leurs copains aussi, en disant bon, ça va, voilà, et les parents. Et en fait, mais souvent ça passe aussi, ça dure 1 an, ça dure 2 ans, ça peut passer. Et je trouvais intéressant que effectivement, on trouvait tous intéressant que ces personnages-là aient ce point commun et comment ils vont à un moment donné se confronter au réel. Voilà. C'est exactement ce qui se passe et ce réel, il est vraiment ancré, et ça nous a surpris aussi avec Delphine, par des terroirs. La Bretagne, pour Cory par exemple, votre personnage, vous avez tenu à l'ancrer dans un terroir qui a quelque chose de rassurant, alors que son univers ne le devient pas par définition, puisqu'il y a énormément de cadavres autour d'elle. Bien sûr. Quand on a construit le projet, on s'était dit aussi qu'on devait avoir des personnages très différents et donc très ancrés aussi dans des territoires différents, de façon à pas raconter la même histoire. On raconte l'histoire de 4 survivants qui vont se rencontrer, donc c'était très important d'avoir des personnages extrêmement forts, extrêmement définis. Et moi j'avais vraiment besoin de l'ancrer dans la Bretagne, parce que la Bretagne c'est aussi un pays de légende, c'est un pays avec une culture extrêmement forte, de croyance aussi. Et elle finalement, elle va se raccrocher à ce que lui racontait sa grand-mère quand elle était petite, tout simplement, et ses croyances vont l'aider finalement à franchir des caps. Yves, il faut parler de ce succès auprès des ados. Alors évidemment, vous l'avez compris, les ados adorent, mais les adultes peuvent le lire, je vous le confirme, je passe des moments mais joyeux, c'est un véritable enchantement. Ce succès, vous le soupçonniez ou pas ? Non, on ne soupçonne jamais qu'on va avoir un tel succès. C'est un tsunami, hein. Non, oui, c'était vraiment, et pour nous aussi, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, quoi, hein, qui fait que je suis là aujourd'hui, qu'on vient de me maquiller, tout ça, c'est des choses qui sont très... Ça vous va très bien. Voilà, des choses qui sont pour moi très très nouvelles, on va dire. Donc, non, mais c'est... Quand on l'écrit, en fait, on avait d'abord envie de se faire plaisir tous les 4, hein, à écrire quelque chose qui vraiment nous motive. On a quand même travaillé près de 2 ans, plus de 2 ans sur ce sujet. Donc on était très très enthousiastes, mais quand on écrivait les 4, on se disait on va donner envie de lire l'autre livre, les autres livres. C'est exactement ce qui se passe. Mais on n'en était pas certain du tout. Hein. Et puis il n'y a pas d'ordre. Alors il faut citer Vincent Villeminot, Florence Henkel, Yves Grevet et Carole Trébor étaient nos invités. Et je sais que des ados vous attendent. Vous allez avoir un week-end chargé à Limoges. Vous étiez très attendus. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Vous allez laisser votre place à Bob Garcia. Excellent week-end sous le chapiteau de Lire à Limoges. U4, c'est le phénomène littéraire. Il faut que vous le lisiez. Vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Alors, notre prochaine invité, c'est ainsi, cette émission, on a voulu vous présenter des styles complètement différents. C'est Bob Garcia. Bob Garcia nous vient de la région aquitaine. Ça va faire plaisir à tous nos amis aquitains qui nous regardent. Bob, bonjour. Bonjour. Alors, les spectres de Chicago. Delphine adore les polars. Elle est ravie de vous rencontrer. On est à Chicago. Enchantée. 1929. Un jazz club, le Comédia, un attentat, 2 survivants, le trompettiste, et puis un autre qui oublie qui il est, qui oublie qui il était. Et là commence une quête pas tout à fait comme les autres, parce que vous revisitez le conte de Peter Pan. Expliquez-nous, Bob. Peter Pan, il prononce. Hein. Exactement, c'est ça en fait. C'est une double enquête. Il y a l'enquête elle-même, évidemment, qui est confiée d'ailleurs à Elliot Ness, puisqu'on est à Chicago en 1929, le crash boursier, la guerre des gangs, la misère économique. Enfin, c'est une période 1929. Hein. Voilà, extrêmement chaotique, tout est dit. Hein. Et dans cette période-là, donc, Elliot Ness est chargé de cette enquête. Il est persuadé que c'est une histoire de guerre de gangs qui a opposé en
l'occurrence, comment il s'appelle, Sherlock Holmes apparaît dans le roman. Voilà pourquoi. Oui, il apparaît. Il y a plein de références comme ça. Donc, qui oppose donc Al Capone avec le fameux. Voilà, avec son rival de l'époque. Et en réalité, l'enquête va aller vers toute autre chose. Et du fait que ce personnage sorte miraculeusement indemne de cet attentat et qu'il ne sache pas qui il est, il y a une double enquête. Donc l'enquête elle-même pour savoir qui a commis cet attentat et la quête du personnage principal qui va chercher à savoir qui il est. Oui, mais Bob, il y a déjà des polars ou des thrillers qui ont revisité les contes. On se souvient d'Alice au pays des merveilles. Voilà. Pourquoi le choix de Peter Pan pour faire plaisir à Delphine? C'est un sujet qui me touche beaucoup. Tous les films ou tous les bouquins qui ont trait à ce personnage-là, ce mythe de l'enfance un petit peu perdue, oubliée, ou de tous ceux qui n'ont pas vraiment eu d'enfance et puis en fait qui vont toute leur vie chercher après cette enfance. C'est une quête, c'est une vraie quête. Ceux qui ne veulent pas grandir. C'est un sujet qui me touche personnellement. Voilà, je rentrerai pas dans les détails. non, mais c'est vrai, on comprend mieux. Si vous voulez, je peux m'allonger puis on peut faire une petite psychanalyse. Oui, après l'émission, j'aime bien ça, moi, connaître pourquoi les écrivains écrivent justement. Parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a un peu de ça. Mais par contre, vous avez cité Alice. Je ne sais pas si vous faites allusion à Alice revisitée par Patrick Sénécal. Exactement. C'est un bouquin absolument fabuleux. Ouais. Et c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'ai écrit en me disant voilà, je vais revisiter ce mythe-là de cette manière-là en créant un thriller. Donc voilà, c'est thriller et quête et enquête. Ça s'appelle Les Spectres de Chicago. C'est signé Bob Garcia qui avait fait la route de l'Aquitaine pour venir jusqu'à vous à Limoges sous le chapiteau de Lire à Limoges. Merci beaucoup Bob. Merci à vous. Et puis succès parce que lisez-le, Les Spectres de Chicago, vous allez voir jusqu'au dernier mot. On est comme ça, on nous appelle à table et on vient pas parce qu'on a encore envie de lire. Merci beaucoup. Je vous l'ai promis, nous allons parler de théâtre avec Thomas Wiesonneau. Bonjour Thomas. Bonjour. Quelle belle idée d'avoir mis en scène le premier roman de François Bégodeau, Jouer juste. Vous dirigez la compagnie qui porte votre nom, la compagnie Thomas Wiesonneau. C'est ça. Pourquoi vous vous êtes intéressé au premier roman de François Bégodeau bien avant qu'il ne soit connu? Moi, je suis fasciné par les premiers romans déjà parce que c'est une manière de découvrir un auteur qui n'est pas un auteur en fait à la base, puisqu'il a écrit ce livre alors qu'il était encore professeur dans son temps libre. Donc on a vraiment le cri de quelqu'un qui n'est pas connu et qui n'en a pas du tout fait son métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un premier roman, ça sent bon la jeunesse? Ça sent très bon la jeunesse et il y a quelque chose d'authentique qui peut être parfois comme la jeunesse, parfois un peu maladroit, parfois un peu emporté. Mais c'est ça moi que j'aime justement. Et pour le théâtre, je trouve que c'est essentiel parce que la littérature c'est un effort solitaire. Ouais. Et le théâtre c'est un effort très collectif. Et la lecture aussi c'est solitaire. Et la lecture c'est solitaire. L'écriture c'est solitaire, la lecture c'est solitaire et d'un seul coup vous mettez tout ça en public. C'est ça. Comment vous avez travaillé pour mettre ce premier roman en scène? Il faut parler évidemment de l'acteur, il faut parler des comédiennes qui incarnent le féminin dans ce roman. En fait pour faire court, c'est un entraîneur qui parle à ses joueurs pendant la mi-temps d'un match très important. Coupe d'Europe de foot. Coupe d'Europe, exactement. Et il leur dit à ses joueurs, vous avez cessé de jouer juste depuis à peu près 15 minutes. Mais très vite, on se demande si c'est pas lui qui, dans sa vie, a cessé de jouer juste. En fait. Il y a un parallèle. Voilà, il y a un parallèle entre sa vie d'entraîneur puis sa vie de couple. Et on suit tout le spectacle, c'est un va-et-vient entre les vestiaires et son vestiaire plus intime qui est dans sa tête avec son histoire d'amour avec Julie. Et pour créer la Julie en question, au lieu d'avoir une femme, j'ai décidé d'en avoir 11. Multiplié, voire démultiplié. Complètement. Et vous avez joué avec la vidéo. Et ça, c'est assez intelligent. Il y a un acteur sur scène, mais par contre, il y a la présence en vidéo de 11 actrices qui symbolise cette femme. Parce que 11, c'est aussi le nombre de joueurs de foot, sans les remplaçants. Voilà, et il parle à 11 personnes en vrai, et donc là, l'acteur est avec 11 femmes autour de lui. Alors, vous aimez partager, c'est bien là le propre du théâtre. Cet après-midi, séance scolaire, 14h30, en présence de François Bégodeau. Ce soir, Centre culturel Jean Gagnon à Limoges, 20h30, et demain après-midi, 17h. C'est génial, le travail de Thomas est remarquable. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir quel a été le regard porté sur votre travail par François. Moi en fait tout de suite je l'ai associé au tout début, je lui ai écrit avant même de travailler le spectacle, je lui ai écrit en lui disant voilà qu'est-ce qu'il en pensait lui, et qu'est-ce qu'il pensait de mon choix des 11 actrices. Il nous a aidé à faire l'adaptation, ça a été vraiment un lien avec lui qui s'est fait. Il y a eu des échanges en permanence? Avec des échanges, les actrices et Arnaud, Agnel, l'acteur, l'a rencontré évidemment. Après, moi j'ai pas tenu à ce qu'il soit là en répétition. C'était un souhait aussi de ma part, c'est que je pense que l'auteur d'être vierge de ça. Voilà, il est là, il a écrit et nous
enfin, les gens de théâtre font leur travail dans leur salle de répétition. Les gens de théâtre. Thomas fait partie des gens de théâtre. Voilà. Et c'est facile quand on est un gens de théâtre, enfin, un metteur en scène comme vous, finalement, d'aller chercher dans des bibliothèques spécialisées des livres qui sont du théâtre. Un roman, c'est pas écrit comme une pièce de théâtre. Donc il a fallu que vous retravailliez. Je vois plein d'annotations. C'est son exemplaire. Hein. Oui, il a fallu qu'on coupe. On a coupé à peu près un tiers du roman. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'apporter des nouvelles histoires sur le plateau. Et de pas arriver avec le répertoire qu'on peut connaître ou des pièces connues. Et c'est une nouvelle histoire qu'on propose au public. Ça s'appelle Jouer juste. C'est mis en scène par Thomas Visionneau. Et c'est le premier roman de Bégodeau qui sera là pendant tout le week-end. Il arrive tout à l'heure à midi. Il aurait aimé être là, mais le train, tout ça, les trains limousins, tout ça. En tout cas, il sera là avec Thomas cet après-midi. Thomas, restez avec moi. Je voudrais faire un clin d'œil à notre collègue et ami François Climpot qui signe ce premier polar Damage Control. Alors, c'est dans un Limoges très très sombre. Thomas, en fait, il y a une hécatombe. Il y a beaucoup de morts. C'est sans compter sur la volonté d'un réanimateur qui veut mettre fin à cette hémorragie morbide dans Limoges. C'est haletant et félicitations à François Clapeau qui signe là un premier roman très réussi. Et puis, Michael Bettinelli. Alors ça, c'est super. C'est le Grimoire pourpre, 4e tome, le Chevalier de porcelaine, avec une enquête qui a lieu dans le musée de la porcelaine Adrien Duboucher à Limoges. Et une planche. Alors on va faire un peu les cabots, tout ça. Mais regardez, on a récupéré une planche originale signée par l'auteur qui met en scène une équipe de France 3 dans le Grimoire pourpre. C'est classe, non ? C'est très classe. Ah bah ouais, je trouve aussi. Ça s'appelle le Grimoire pourpre et bien sûr, vous pourrez le faire signer tout au long de ce week-end à lire à Limoges puisqu'on est en direct. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. Je vais rejoindre Joël Issadji. Voilà des belles rencontres qu'on aime vous proposer dans la matinale. On parlait de quête depuis tout à l'heure. Et bien avec Joël, il s'agit de ça encore. Joël signe Le Manoir, mon royaume éclaté. Vous connaissez Joël pour sa musique parce qu'il a un groupe, il chante, il joue, il va vous expliquer pourquoi. Un concert la semaine prochaine dans le cadre de la culture au grand jour en Limousin. Ce sera quand le concert ? C'est le 6 avril à Maléon. Retenez la date si vous aimez l'univers jazz, l'univers de Joël Issadji. Mais si vous êtes ici, Joël, c'est pour parler du Manoir. Lorsque j'ai lu ce livre, et je vais vous lire les derniers mots de ce livre, de votre vie, j'ai tout compris. J'ai écrit ce livre que je dédie à mon fils Florentin, à qui vous avez dédié une chanson aussi, à mes petits-enfants à venir, mes neveux et nièces, à leurs enfants, afin qu'ils connaissent l'histoire de leur famille et sachent eux aussi, et c'est écrit en gras, d'où ils viennent. Alors il y a la maman, Suzanne, il y a le papa, Jean, et puis il y a toutes ces rencontres qui font votre vie. Et en fait, elle n'est pas lisse, votre vie. Elle est faite de beaucoup de cassures, et c'est ce que vous racontez là. C'est là aussi l'histoire de la quête de votre vie. C'est une histoire effectivement au départ personnelle, mais finalement je me suis aperçu au fil des jours et des semaines que beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce livre parce qu'il y a eu beaucoup de cassures pendant ces 30 glorieuses. Pendant ces 30 glorieuses. Il faut nous parler d'une rencontre incroyable. Vous êtes adolescent, vous rencontrez Reggiani. Oui, Serge. Serge qui a été mon mentor et mon parrain de scène, entre autres, parce qu'il y a eu Barbara aussi. Alors Barbara, justement, là, on va vous faire pénétrer un peu dans les coulisses. On est en région parisienne, elle doit répéter un concert. Et vous assistez en privilégié à la répétition du concert de Barbara. Autant vous dire qu'on est jaloux. Racontez-nous ce moment. Bien, Barbara, on a eu la chance d'avoir Barbara qui avait sa résidence secondaire à Hyères, dans l'Essonne. Et donc, elle venait régulièrement faire des petites prestations au CES et au CEC. Et donc un jour, je lui ai parlé que j'écrivais des chansons et que mon univers c'était le cabaret, et elle m'a parrainé au cabaret L'Écluse où elle avait démarré. Et ça n'est pas rien. Alors Reggiani, Barbara, quand on connaît les textes, sont des textes faits de cassures. Il y a beaucoup de cassures parce que vos parents divorcent. Oui. Vous ne reverrez votre père que sur son lit de mort, les yeux fermés. Ça marque la vie d'un homme. Tout à fait, d'autant plus que nous n'avons pas, moi j'ai pas connu mon père très longtemps puisqu'il était marin de commerce, il était cuisinier sur les paquebots et il revenait 2-3 fois par an à la maison. Donc nous habitions en banlieue parisienne et son port d'attache était Marseille. Donc pour vous dire que c'était pas évident. Donc j'ai très peu connu et donc c'est vrai que c'est aussi une vraie cassure aussi. Quand vous étiez gamin, vous vouliez faire de la musique et je voudrais que vous nous parliez de Paul. Parce que Paul, en fait, il vous a dit dis donc gamin, tu veux faire de la musique, c'est bien, mais il va falloir commencer par apprendre la scène. Et c'est Paul Barrault qui m'a dit écoute, tu as 15 ans,
Eh bien, c'est le meilleur âge pour commencer. Donc, il m'a amené au bateau ivre, à la Colombe Blanche, qui n'existe plus. Ce sont des cabarets mythiques à Paris. Carrément. Et j'ai appris vraiment le métier. Mais il me disait, ne te déconcentre pas, regarde quelqu'un dans la salle et chante-lui des chansons, ne regarde pas les autres. Et voilà, j'ai appris le métier comme ça. C'est des petits mots, hein, tout simple. Vous savez, vous qui nous regardez chez vous, en lisant des livres sur la vie des autres, on en apprend beaucoup sur notre propre vie. Je pensais vous connaître, Joël, honnêtement. Et j'ai appris à découvrir celui qui se cache derrière Joël Issadji. C'est quelqu'un de généreux, ça je le savais, c'est quelqu'un de sensible. Mais c'est quelqu'un de fragile et je ne vous regarderai pas pareil parce que dorénavant, je ne regarde plus ma vie pareil après la lecture de ce livre. Merci pour ça, ça s'appelle Le Manoir. Je vous l'ai dit, Delphine a des coups de cœur à partager avec vous et le premier d'entre eux s'appelle Cyril Cogneras et sa revue. Les deux sont d'un coup de cœur. Et oui, Cyril Cogneras, qui est un spécialiste de la langue occitane, vous avez créé la revue Le Béron. Le Béron, ça veut dire loup-garou, mais avant d'être une revue, c'est une association. Quelles sont les missions de cette association? L'association s'est créée autour de ce projet de revue. Cette revue qui est la revue limousine des littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire une revue qui a comme objectif de rassembler des jeunes auteurs, des gens qui ont pour la plupart jamais été publiés, autour de ces genres pas toujours bien aimés que sont la fantaisie, le fantastique. Ça fait peur. Ça fait un petit peu, mais aussi des choses plus légères comme la science-fiction, le conte, oui. Ce qui nous ouvre une porte vers le patrimoine limousin, vers la langue limousine, mais aussi le polar qui est incontournable et on le voit aujourd'hui ici dans cette fête. Et donc en s'appuyant sur des auteurs locaux installés comme Nicolas Bouchard, comme Patrick Dionnet, comme Maud Mayoras, comme Franck Bouys, qui sont tous devenus des amis avec le début de ce projet, et pour permettre à des jeunes auteurs, à des nouveaux auteurs d'être publiés. Alors moi, si je veux participer, est-ce que je peux vous envoyer un texte? Comment ça se passe? Vous pouvez nous envoyer un texte. On a sur notre stand ici toutes les coordonnées possibles. Hein. On a du matériel qu'on peut vous donner. Et puis, il suffit de nous envoyer un texte. Nous, on va le regarder avec sérieux. Et puis, on va voir si ça correspond. C'est sérieux. C'est sérieux quand même un petit peu. On essaie de faire un objet qui soit à la fois ouvert, pédagogique et qualitatif. Alors, la revue, on peut la retrouver ici tout le week-end sur le salon d'Ira Limoges. Si on se trouve à Biarritz, à La Rochelle, comment on fait pour se la procurer? Alors, sur le week-end, pas de problème. Et d'ailleurs, vendredi, on a donc avec nous Patrick Dionnet qui dédicace ses ouvrages. Et puis, samedi, dimanche, Nicolas Bouchard qui est là. Oui. Et la revue, on la retrouve essentiellement, bien sûr, en Limousin, à Tulle, à Guéret et sur Internet. À Limoges, bien sûr, en Haute-Vienne, dans plusieurs points de vente. Mais sur Internet, c'est facile, on a tous les contacts sur notre site. Et puis nous, on mettra effectivement toutes les infos sur la page de Facebook d'Aquitaine Limousin, Poitou-Charentes Matin. Merci Delphine. Alors, merci. J'avais également un coup de cœur pour une revue qui s'appelle Hot Dogger. Alors c'est fantastique, elle est magnifique cette revue. Elle a été créée à Anglette par le collectif Combo. C'est mon coup de cœur parce que les articles sont très enrichissants, des photos fabuleuses, des récits de voyages et d'aventures fascinants. Vous pouvez la trouver essentiellement dans les stations balnéaires du Grand Sud-Ouest, mais elle est distribuée nationalement. Un autre coup de cœur, c'est le magazine Sortir. Sortir, donc, qui concerne toute la grande région. Sortir fête ses 20 ans aujourd'hui. Happy birthday. À l'origine, ce magazine était charentais. Il a été imprimé longtemps à Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime. Maintenant, il est imprimé à Saint-Thierry-la-Perche, qui est pas très loin de la Dordogne. Donc, mensuel gratuit que vous retrouvez un petit peu partout en Charente. Et puis, dernier coup de cœur, Junk Page. Alors, Junk Page, c'est un magazine culturel gratuit, distribué dans 600 lieux à Bordeaux et en Gironde. On y parle d'expositions, de théâtre, de concerts et de littérature. Ça tombe bien, Christophe? Mais oui, ça tombe très très bien. Et de littérature, nous allons parler bien évidemment pendant tout le week-end avec des invités exceptionnels. Demain matin, dès 10h30, avec Anaïk Demars, Delphine, nous recevrons Yasmina Kadra. C'est l'invité d'honneur de l'IRA Limoges. Alors bien sûr, c'est un salon littéraire, mais bien sûr, il se passe plein d'autres choses. Il y a des rencontres, il y a des dédicaces, il y a des conférences, il y a du théâtre. On en a parlé dans cette émission. C'est ça aussi qui fait toute la richesse de l'IRA Limoges. Alors c'est sur France 3 Limousin demain matin, c'est sur France 3 Poitou-Charentes aussi, et nos amis aquitains pourront regarder cette émission sur le site internet de France 3 Aquitaine ou celui de France 3 Limousin ou France 3 Poitou-Charentes. Lundi, vous avez rendez-vous avec Marie-Luce Rigou en direct à 10h.
10h15. Nous, on se retrouve jeudi prochain, juste avant les vacances. Très vite, on se retrouvera. Là, on va bien sûr faire un petit tour. Dans quelques instants, nos amis de Midi en France. Quelques noms comme ça qui devraient vous faire rêver. Véronique Jeannot, qui sera installée ici à partir de demain matin, viendra faire une conférence sur le bien-être, sur le bien vivre ensemble. Et puis, il y a bien sûr les régionaux de l'ECAP. Raymond Poulidor, qui bientôt fêtera ses 80 ans, le 15 avril prochain, qui dédicacera ses livres. Il y a ici. Véronique de Véronique et Davina de Gin Tonic. Pour être en forme. Et Delphine a déjà réservé sa dédicace, évidemment, pour pouvoir faire ça. On était ravis de partager cette émission en dehors de notre plateau. Vous parlez de U4, le phénomène littéraire de la rentrée chez les adolescents. Vous parlez de thriller et de polar avec Bob Garcia, Chicago, le spectre de Chicago, 1929, absolument incroyable. L'introspection, les gens qui écrivent leur vie comme Joël Issadji. Et puis Thomas Visonneau qui s'est intéressé à un premier roman. C'est tellement important. Les premiers romans, c'était celui de François Bégodeau et Delphine, ses coups de cœur avec les magazines de notre région. C'est important, les magazines de notre région. Merci à toutes les équipes techniques d'avoir permis à cette émission d'exister. Passez une excellente journée sur France 3 et un très bon week-end. Salut.